Bonsoir à toutes et à tous. Je vous présente ce soir, désolé pour le titre en anglais, Scaling our Ruby on Rails Monolith using Pacwerk. Merci à Paris RB d'organiser ces conférences. Je suis François Pradel, je suis software engineer à PennyLane. Je travaille en full remote depuis le Lot-et-Garonne. Très rapidement, à PennyLane, j'ai été dans les squads qui se sont occupés de créer le compte pro. Et aujourd'hui, je suis dans la squad banking qui s'occupe de rapatrier les transactions bancaires directement au sein de l'outil. J'ai eu la chance de faire partie de la mise en place de Pacwerk à PennyLane. Le talk est basé sur un article coécrit avec Alexandre Ruban. Enfin, c'est surtout lui qui l'a écrit, mais on va dire co-authored. Donc je tiens à remercier, je pense qu'il est peut-être sur le stream ce soir, donc voilà. Ce soir, je vais vous parler un petit peu de notre monolithe à PennyLane, des problèmes de scale qu'on a pu rencontrer, des solutions qu'on a envisagées, vous présenter rapidement Pacwerk, et enfin vous partager un retour d'expérience vraiment sur notre expérience avec Pacwerk à PennyLane. Alors, le monolithe à PennyLane, donc pour faire écho à ce que disait Nicolas, c'est un codebase qui a à peu près 4 ans. Aujourd'hui, j'ai compté à peu près 130 devs. Nicolas disait 150, ça évolue très rapidement, donc j'étais peut-être pas à jour sur les recrutements du mois de juin. Le tout premier commit, je crois, est vraiment fin 2019, hein, et donc je me suis demandé, en utilisant Git, de voir un petit peu ce que je pouvais compter comme statistique. Et là, ce que je vous montre aujourd'hui, c'est le nombre de fichiers Ruby qu'on a dans notre codebase. Aujourd'hui, le codebase, c'est à peu près 3 millions de lignes de code, 1 million de lignes de Ruby, 1 million de lignes de TypeScript et 800 000 lignes de YAML. Voilà. Et aujourd'hui, donc, on a à peu près 13 000 fichiers Ruby. Vous voyez qu'il y a eu la grande purge à un moment, on a enlevé des migrations. Mais voilà, donc ça, c'est un petit peu pour illustrer pourquoi on s'est posé la question de scaler ce codebase. Donc voilà, donc pour résumer, un peu plus de 12 000 fichiers Ruby et 1 million de lignes. Lignes de code, hein, ça compte pas les commentaires et les lignes vides. Et j'ai réutilisé Git et j'ai voulu vous montrer un petit peu une chose dont on est un petit peu fier par rapport à notre monolithe. Ce que vous voyez ici qui est ploté, je ne sais pas si vous l'avez deviné, c'est le nombre de commits sur master par jour. Voilà, donc depuis 2020. Donc aujourd'hui, on est à peu près à un petit peu moins de 100 commits sur master par jour, donc 130 devs, ça fait quasiment un commit. Alors sachant que je ne vais pas vous mentir, hein, le meilleur dev à PennyLane, c'est Dependabot, mais à part lui, bon, ça, voilà. Et on rajoute à peu près en net 10 000 lignes par semaine, c'est-à-dire sans compter les modifications, voilà. À PennyLane, on se targue d'avoir une valeur, on a plusieurs valeurs, mais l'une, c'est Community of Builders. Alors bon, ça fait un peu marketing employeur, mais derrière, il y a vraiment quelque chose qui s'applique à l'équipe tech. Et c'est que ce que je vous montre aujourd'hui, eh ben, en fait, c'est fait avec 0,5 dev sur l'ADX et 1,5 dev sur les ops. Alors pourquoi 0,5 ? Parce qu'il y a 0 dev full-time sur l'ADX. Ça, c'est vraiment un choix qu'on a fait. Et donc, pour faire référence à la Community of Builders, c'est vraiment chacun qui a mené à aujourd'hui l'ADX qu'on a aujourd'hui. Et 1,5, on a un DevOps, je crois qu'il y en a un deuxième qui a rejoint au mois de juin. Et le point 5, bah, c'est les autres qui aident pour faire du DevOps de temps en temps avec nos maigres connaissances. Alors, quels sont les problèmes de scale qu'on a rencontrés ? Je pense que la première partie illustre assez bien les problèmes qu'on a pu avoir. On a eu deux types de problèmes, mais avant de rentrer en détail dans les types de problèmes qu'on a eu, je voudrais vraiment dire ce qui n'est pas un problème. Ce qui n'est pas un problème, c'est qu'on n'a pas de problème de performance, en tout cas pas lié au fait qu'on soit sur un monolithe. On a beaucoup d'autres problèmes de performance, mais c'est pas lié à l'architecture de notre codebase, en tout cas pas sur le back-end. On n'a pas de problème de déploiement, d'infrastructure, ça ne nous pose aucun souci d'être sur un monolithe vis-à-vis de ça. Et surtout, on a une DX qui est très appréciée des devs, et ça c'est vraiment, Nicolas le disait tout à l'heure, un choix assumé. Aujourd'hui, vous donnez le repo principal, vous lancez une commande et vous êtes quasiment prêt à démarrer. Ça prend un peu de temps par contre, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent derrière. Donc les deux types de problèmes, bah, le premier problème que j'illustrais dans ma présentation, c'est vraiment la taille du codebase. C'est quand même assez large, bon, c'est minuscule comparé à d'autres, mais en tout cas,
pour une contribution active d'entreprise où on essaie de maintenir une certaine vélocité. C'est un code base qui est quand même assez grand. On est sur une business logic qui est très, très, très complexe. La comptabilité, c'est pas pour rien que ça a l'idée qu'on s'en fait. C'est très, très complexe. Et on s'est aperçu, je pense, il y a à peu près 2 ans, mais c'était déjà le cas même avant ça, l'onboarding est assez difficile. Il y a une période de ramp-up. Quand vous rentrez dans un code base comme ça peut être un peu impressionnant. Surtout quand vous avez un routes.rb qui fait, je sais pas combien de lignes on est aujourd'hui, j'ai pas regardé. Voilà, vous listez app controllers, il y a potentiellement plus de 1000 contrôleurs, et quand vous venez d'arriver, c'est votre première semaine, ça donne un sentiment assez, comment dire, de vertige. Voilà, merci. Le deuxième problème, c'était le problème des dépendances et de l'ownership du code, qui est indirectement lié à la taille, mais qui vraiment est le deuxième problème qu'on rencontrait. Quand tout est au même endroit, l'ownership est nécessairement partagé, ce qui, à notre taille, Nicolas mentionnait 18 squads, devenait problématique. Problématique parce que, vous connaissez tous, hein, je touche quelque chose, je casse quelque chose de l'équipe d'à côté, où est-ce que je dois mettre mon code, comment ça se fait que mon modèle fasse 1000 lignes, etc. quoi. La qualité du code en a souffert. Je mentionne 2 points principaux, les modèles, et on a aussi un layer de service. Les modèles, le problème, c'est que quand toutes les squads écrivent dans les mêmes modèles, c'est un petit peu... c'est jamais... On a des practices quand même qui sont assez fermes, mais vous laissez passer 10 lignes sur une PR, vous laissez passer 10 autres lignes sur une PR, quand il y a 100 commits par jour, vous vous retrouvez forcément avec des modèles qui explosent. Et sur notre business logic, qui est beaucoup implémenté dans notre layer de service, ça pose beaucoup de problèmes également, parce que là, on a de la business logic qui est assez complexe, et vous avez un service qui est responsable de quelque chose qui devrait être assez atomique, et vous avez besoin de vous greffer dedans. La tentation est assez grande de rajouter une ligne ou 2 lignes, et puis au bout de 4 ans, ça fait 350 lignes, et plus personne comprend vraiment la logique, quoi. Donc ça, c'était vraiment le deuxième type de problème qu'on a rencontré. Et donc notre code ressemblait un peu à ça. The Big Ball of Mud, qui est connu des développeurs Rails. Donc beaucoup de coupling en fait, c'est-à-dire des dépendances qui ne devraient pas exister, parce que du code qui n'a pas forcément vocation à être au même endroit se retrouve au même endroit. Alors, on a envisagé plusieurs solutions pour essayer de résoudre ce problème, et vraiment, ça a été une réflexion pour l'avenir. Quand on a commencé à réfléchir à ça, c'était, je dirais, il y a 1 an et demi. La problématique n'était pas encore trop prononcée, mais on voulait avoir un coup d'avance quand même par rapport à ça, et pas attendre le code freeze au bout de 4 ans, on ne peut plus shipper parce que plus rien fonctionne. Et donc on a regardé à nouveau cette Big Ball of Mud, et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire. Et on a essayé de définir notre état idéal. Et notre état idéal, c'est celui-ci, c'est-à-dire des briques logiques de business logic, où on voit bien des points d'entrée avec des points verts, et des points bleus qui, a priori, ont l'air d'être indépendants des autres balles. Donc on voulait vraiment des dépendances claires. On a envisagé 2 solutions avant de regarder PackVerk. On a fait quand même une forme de due diligence. On a envisagé les microservices. Alors on assume vraiment notre monolithe à Penny Lane, c'est pas du tout dans notre culture. Pour autant, on n'est pas complètement fermé, on utilise quelques microservices, notamment pour communiquer avec la team data via des API, etc. Le microservice, cependant, solutionne les problèmes d'isolation, de dépendance, mais on a vraiment une culture assez forte du keep it simple. Et les microservices rajoutent leur layer de complexité, nécessairement. Il faut définir des API, on a des problèmes de synchronicité, des problèmes de concurrence, c'est plus compliqué à débugger, etc. Et en fait, on s'est dit, on préfère avoir les problèmes du monolithe que les problèmes du microservice. Voilà. La deuxième chose, ce sont les Rails Engines, qui sont donc une feature standard de Rails. On a testé un petit peu, alors moi j'avais utilisé ça dans un projet précédent. Ce que je reproche aux Rails Engines, c'est que ça manque de souplesse. C'est beaucoup de boilerplate code pour démarrer un nouvel engine. Il faut l'équivalent d'un .rb, etc. C'est un petit peu lourd.
il n'y a pas réellement de gestion de dependency et de privacy dans un Rails engine, à part le namespacing. En fait, une fois que votre code est dans un engine, bah, l'ensemble du code peut continuer de l'appeler. Vous n'avez pas vraiment résolu le problème. Vous avez mis des fichiers ailleurs, mais au-delà de ça, il n'y a pas de tooling supplémentaire qui vous permette d'avoir une gestion de ces dépendances. Et puis, on n'avait pas besoin des features avancées des Rails Engines, qui, à mon avis, sont la vraie raison d'existence des engines, que sont la montabilité, voilà, le fait de pouvoir faire un device, de rajouter des routes, etc. Ça, on n'en avait pas vraiment besoin. Nous, on déploie notre monolithe en entier sans problématique. Donc, on s'est tourné vers Packwerk, qui est une gemme développée par Shopify. Alors, Packwerk, c'est quoi? C'est un outil de modularisation simple, entre guillemets, qui vous permet principalement de regrouper des fichiers en ce qu'on va appeler des packs, de définir les dépendances entre ces packs et d'interdire les violations de ces dépendances. C'est-à-dire, une fois que vous avez dit qu'un pack A dépend d'un pack B, eh bien, si le pack B se met à appeler A, c'est-à-dire dans l'autre sens, bah, Packwerk va vous en avertir. C'est basé sur Sidework, donc c'est vraiment du Rails. Voilà, il n'y a pas besoin de. C'est de l'autoloading function, c'est vraiment très simple. Et surtout, au moins dans un premier temps, il n'y a pas d'instrumentation du runtime. Packwerk, ça peut être considéré comme un linter. Donc c'est quelque chose qui run en local, qui run dans la CI, mais ensuite, sur le runtime, ça n'a aucune incidence, donc il n'y a pas de problématique de performance. Et donc un pack, c'est quoi? En fait, l'idée, c'est de dire, chaque pack est sa propre hiérarchie de app que vous reconnaissez. Et donc, on va avoir un dossier qu'on va appeler pack, dans lequel on met tous les packs. Ce qui définit un pack, c'est qu'il y a un package.yaml, sur lequel je vais revenir un petit peu plus tard. Et ensuite, vous avez vraiment une arborescence Rails au sein de ce pack. Ce qui veut dire que là, aujourd'hui, vous rejoignez Pelinane, vous rejoignez une squad. Bah, au lieu de lister 1000 contrôleurs, vous n'en avez plus que 150. C'est votre squad, bienvenue. Ça fait un peu moins peur, hein, ça donne un peu moins le vertige. Voilà. Ça permet, le deuxième point, c'était de définir les dépendances entre packs. Donc, je prends un exemple, package.yaml, donc ça, c'est un exemple dans notre code. Hein. On a un pack qui s'appelle approval flows, donc les flows d'approbation de requêtes de dépenses employées. Et en fait, alors il y a un certain nombre, je ne vais pas rentrer vraiment sur l'ensemble des features, Enforced Dependencies, Enforced Privacy, je vais les couvrir un petit peu plus tard. Et ensuite, vous listez les dépendances, et nous, ce qu'on dit, c'est bah, par exemple, ce pack-là, il dépend de ces trois packs-là. Donc c'est vraiment hyper descriptif, hyper simple. Les dépendances, ça fonctionne comment? Ben, ce qui est vachement intéressant avec Packwerk, c'est que, donc là, je prends un deuxième exemple. Donc, dans le dossier packs, vous voyez, on a deux packs, un pack banking et un pack transaction management. Donc ça, c'est un vrai exemple du code, hein, parce que vous allez voir, ça montre des choses qui sont quand même pas très jolies, et c'est l'intérêt de Packwerk. On a un modèle bank transaction qui se trouve dans banking, et on a un contrôleur clients / transactions controller qui se trouve dans transactions management. Voilà, donc le contrôleur qui se trouve côté transaction management. Et imaginez que dans votre modèle, vous faites quelque chose comme ça. Bon, évidemment, vous avez violé de nombreuses règles du code, mais ça c'est dans notre code aujourd'hui. Mais ça arrive, hein, vous savez comment c'est, on a un modèle, on a besoin de vérifier un truc, voilà. Donc là, vous avez directement une méthode qui référence un contrôleur qui se trouve, qui n'a rien à voir avec le modèle en question. Voilà, c'est pas du tout comme ça qu'il aurait fallu faire les choses. Mais vous savez comment ça se passe, ça arrive, voilà. Mais l'intérêt de Packwerk, c'est que donc le linter, vous lancez la commande bin packwerk update to do, et bien le linter vous sort ce qui s'appelle un package to do.yaml, qui est en fait une liste des violations du pack. Donc là, en fait, ce que ça dit, c'est que dans le pack banking, donc là, on est dans le pack banking, eh bien, on va lister l'ensemble des violations envers l'ensemble des packs. Et l'exemple en question, c'est dans Transactions Management, on référence une constante, en l'occurrence Clients Transactions Controller, alors qu'on n'a pas déclaré de dépendance de banking vers Transactions Controller. Et c'est ça le grand avantage de Packwerk. C'est que votre code, il n'est pas plus beau, par contre, vous savez où sont les erreurs. Maintenant, vous pouvez commencer à les solutionner. Packwerk, c'est une gemme vraiment qui fait vraiment que ça, que le linting, mais c'est un écosystème avec pas mal d'extensions.
Et en fait, il y a une boîte qui s'appelle Gusto, qui a pas mal misé sur Pacwerk, une boîte de RH aux États-Unis. Et en fait, ils ont extrait un certain nombre de features de Pacwerk que Shopify ne voulait plus maintenir, et ils ont créé un écosystème qui s'appelle Ruby at Scale. Alors ça, c'est lisible pour vous, mais vous pouvez aller voir sur GitHub, Ruby at Scale, c'est sur le README. C'est ce qui s'appelle le Pax Modularization Toolchain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gemmes en fait, qui viennent se greffer à Pacwerk et qui rendent vraiment de très grands services. Donc il y a Pacwerk de Shopify, il y a tout le tooling de Gusto qui a été rajouté pour s'intégrer à Rails, à Rubocop, etc. Ça se greffe également à Sorbet, donc la gemme de Stripe, éventuellement. Nous, ce qu'on utilise principalement dans les extensions, c'est la possibilité de définir la visibilité des constantes d'impact, ce qu'on appelle la privacy. Et ça, c'est une extension de Pacwerk. Pacwerk fait uniquement la dépendance, et pour la privacy, c'est une extension. Donc on peut imaginer derrière plein d'autres extensions si on veut. Je prends un deuxième exemple. Donc là, pour que ce soit plus simple, j'ai pris un pack A et un pack B. Le pack A a un modèle et le pack B a deux modèles, un qui se trouve dans Models et un qui se trouve dans Public. Je vais y revenir là-dessus. Et en fait, ce qu'on dit, c'est que le pack A, il dépend du pack B. Jusque-là, tout se passe bien. Le package.yaml du pack A. Et dans le pack B, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que là, j'ai changé quelque chose. J'ai demandé à ce que ce pack respecte la privacy. Et en fait, ce que ça veut dire que maintenant, le pack A a défini une dépendance vers le pack B. Donc, s'il référence la constante B private model, on n'a plus de violation de dépendance, puisqu'on a déclaré une dépendance du pack A vers le pack B. Par contre, comme le pack B enforce les privacy, si on lance le linter bin pacwerk update to do, là, on voit qu'on a une violation de privacy. Et en fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de définir des API publics entre packs. Et d'enforce que lorsqu'on déclare une dépendance, on ne va pas commencer à utiliser le code d'un modèle ou de quoi que ce soit. Ça va nous forcer à utiliser l'API publique, c'est-à-dire ce que le pack vers lequel on a une dépendance a placé dans le dossier public. On peut nommer le dossier public autrement. Voilà, tout ça, c'est configurable. Et donc maintenant, si je reviens sur mon exemple précédent et que j'appelle B public model, ben là, Pacwerk ne dira plus rien. Voilà. Notre retour d'expérience avec Pacwerk, c'est que c'est un outil de migration qui est assez facile à adopter. En fait, c'est un outil qui est vraiment pensé pour une migration progressive. Comme il n'y a pas d'impact sur le runtime, en fait, vous pouvez installer Pacwerk, votre app, elle continue de fonctionner, il n'y a vraiment aucun souci. Et pour autant, on a vu des bénéfices dès le début. Les bénéfices étant ce que je vous ai montré, en fait, en régénérant en permanence, au fur et à mesure qu'on bouge les fichiers dans des packs, les fameux package to do, les fichiers YAML package to do, on commence à voir les endroits où on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans ce pack-là, on référence une constante, alors qu'en fait, d'un point de vue de la business logic, il n'y a aucune raison d'avoir une dépendance de ce pack-là vers cet autre pack. Donc en fait, ça permet de mettre vraiment en exergue ces endroits dans le code où on pense qu'on a du refactor. Ça nuit assez peu à la vélocité. C'est intégré à notre CI/CD. Donc, c'est directement, en fait, ce qu'on fait au niveau de la CI, c'est qu'on vérifie que les fichiers to-do sont à jour. Et c'est en ce sens que c'est vraiment pensé comme un outil de migration. C'est-à-dire que dans un premier temps, la seule chose qu'on demande aux devs lorsqu'ils bougent les fichiers pour les mettre dans des packs, c'est de mettre à jour les packages to-do. C'est tout. C'est une commande à run. Et en fait, il n'y a pas de refactor ou quoi que ce soit, en tout cas pas dans un premier temps. Par contre, on est bien mieux armé pour refactor par la suite. Alors nous, les quelques règles d'utilisation, c'est qu'en fait, le monolithe dépend de tous les packs. Ça ne nous intéresse pas de connaître les violations du monolithe vers les autres packs. Tant que la migration n'est pas finie, en fait, ça nous intéresse assez peu. On a décidé de créer un pack d'architecture qui s'appelle Utils. Peut-être pas le meilleur nom, mais dans lequel on a Application Controller, Application Record, etc., qui sont vraiment partagés par tous les packs. Et tous les packs dépendent de ce pack-là. Mais ça permet vraiment d'isoler un layer d'architecture, c'est assez intéressant. Et comme je vous le disais, au niveau de la CI, on run bin pacwerk check, qui en fait vérifie que les to-do YAML sont à jour. Et si jamais ils ne le sont pas, ça faille la CI, et on demande aux devs de les mettre à jour. Notre roadmap, c'est un bien grand terme, mais on a commencé par créer un premier pack pour voir un petit peu comment ça se comportait, et on a vu qu'en fait, on pouvait en tirer des bénéfices dès le début.
Ensuite, on a décidé de se lancer dans la migration du code en entier vers des packs, en tout cas au moins la business logic. On définit les API publiques. Ensuite, on aimerait commencer vraiment à supprimer les offenses. Une fois qu'on a l'API publique d'un pack, on peut commencer à dire, bon, bah, ce pack-là, maintenant, tous les gens qui utilisent quelque chose qui est en dehors de l'API publique, eh bien maintenant, il va falloir commencer à passer par l'API publique. Et pourquoi pas, à très long terme, utiliser du type checking, c'est-à-dire avoir la possibilité de faire en sorte que nos API publiques soient signées par Sorbet et d'enforce que le contrat est très fort entre l'appelant et l'appelé. Tout ça, c'est pas vraiment une roadmap qui se fait. On a un peu commencé les 3 premiers. On a déjà des packs avec des API publiques. On a déjà commencé à supprimer des offenses, pardon, les 4 premiers. Donc, c'est pas vraiment 1, 2, 3, 4, et vous devez avoir fini 1 avant de commencer 2. On a quelques guidelines. On a décidé de ne pas faire de nested packs parce que ça nous semblait vraiment rajouter une complexité qui n'était pas nécessaire à notre niveau. On insiste pour que les packs soient définis par la business logic. La tentation est très grande qu'un pack égale une squad, ou plutôt qu'une squad égale un pack. Mais le jour où cette squad n'existe plus, bah, qui own ce pack-là, on ne sait pas. Donc, en gros, notre règle, c'est que si jamais le nom du pack, il parle à un utilisateur, alors un utilisateur un peu avancé, hein, mais un utilisateur, normalement, ça devrait être un bon pack. On incite à namespacer les nouveaux fichiers. Si vous créez un fichier dans un pack, on incite à ce que vous le namiez du nom du pack, parce que du coup, quand il est appelé ailleurs dans le codebase, bah, on sait tout de suite où c'est vachement pratique. Par contre, on insiste à ne pas namespacer quand vous migrez les fichiers, parce que du coup, pour les reviews, c'est vachement plus compliqué, ça fait des conflits partout, et en fait, on est quand même developer first, et on n'est pas là pour casser la vélocité des devs, parce qu'on a décidé qu'il fallait mettre des namespaces dans les packs. On verra ça plus tard, on fera un changement de 1 million de lignes sur le code, et on verra comment ça se passe. On a quelques frictions quand même. Le linter est trop long pour être ajouté au pré-commit. Ça, c'est l'une de nos plus grandes frictions qu'on a essayé vaguement de résoudre, mais on n'a pas vraiment réussi. Alors, ça prend 6 secondes, hein, mais nous, on essaie de garder notre pré-commit en dessous d'une seconde, parce que bah, avec des devs qui committent plusieurs dizaines de fois par jour, la moindre friction de quelques centaines de millisecondes compte pour beaucoup. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il faut attendre le feedback de la CI. Alors, notre CI est assez rapide, mais il y a cette petite friction que si vous oubliez de run la commande en local, bah, parfois c'est la CI qui vous le dit et on aimerait éviter ça, mais on n'a pas encore solutionné ce problème-là. Et également, la friction, c'est quoi un bon pack? C'est quoi la bonne taille de pack? Et en fait, on avait fait un call avec l'un des devs de Gusto qui nous avait dit il n'y a pas de réponse à cette question, lancez-vous et vous verrez. Et je pense qu'il avait raison, parce qu'en fait, une fois qu'on a bougé les fichiers, c'est vraiment qu'un move. Hein. C'est très facile de revenir en arrière. Tant qu'on n'a pas namespacé, etc., c'est très facile de revenir en arrière. Donc si aujourd'hui on décide que ce pack-là est trop petit, que ça devrait être ces 3 packs-là qui devraient n'en former qu'un, ou au contraire, splitter un pack en plusieurs, aujourd'hui, on a encore assez peu de freins à ça. On en est où? Aujourd'hui, on a 80 packs. Quand on avait fait un petit brainstorming, on avait essayé de dire, bah, voilà à quoi ça devrait ressembler notre architecture. On avait 20 packs. Donc, bon, bah, on est peut-être allé un peu trop loin. Et on a un petit peu plus de 70% des fichiers migrables qui sont dans un pack. Alors, les fichiers migrables, à part les modèles, parce que les modèles, c'est compliqué pour les modèles très partagés, on n'a pas encore vraiment de solution. Et les fichiers migrables, j'exclus config, les initializers, les migrations, parce qu'en fait, ça, c'est pas, enfin, ça ne nous pose pas beaucoup de friction au quotidien. Voilà. C'est pas vraiment du code qui est exécuté au runtime. Enfin, je parle pour les migrations. Le futur, on aimerait trouver une solution pour nos modèles partagés. Est-ce qu'il faut tous les mettre dans un pack, un seul pack dont tous les packs dépendraient? Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un honneur vraiment de ces modèles-là et les rendre beaucoup plus lean? On ne sait pas encore trop. Ça ne nous a pas empêché d'avancer. Est-ce qu'on n'aurait pas trop de packs? On pense qu'effectivement, on a peut-être découpé un peu trop finement. On se pose la question et on va revenir dessus, je pense, dans le courant de l'année. Et enfin, utiliser le mode strict de pack-verk, qui est vraiment ce vers quoi on tend. Le mode strict, c'est de dire, eh ben, en fait, là, aujourd'hui, notre CI, elle vérifie juste que vous avez mis à jour la to-do. Et à un moment, on va dire, bah non, en fait, pour ce pack-là, il ne peut plus y avoir de violation de dépendance. Il y a une API publique qui est bien définie, donc vous ne pouvez plus rien rajouter. Et en fait, ce pack-là, on le déclare en Enforced Dependency Strict. Et à partir de là, eh bien, vous n'avez plus le droit de référencer une constante privée de ce pack-là. Voilà. Merci, j'ai dépassé de 5 minutes. Désolé, Julien.
Je vous rappellerai quand même une chose. N'oubliez pas qu'il ne faut pas over-engineer. Donc voilà, nous, c'est des problématiques qu'on s'est posées dans un contexte de code base assez large. Donc souvent, c'est tentant là, d'adopter le new kid in town et voilà, de trouver ces gemmes là qui nous font un petit peu rêver. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et puis, pour reprendre un petit peu ce que disait Nicolas, voilà, on a un très fort culture sur la DX à Penny Lane, donc je suis sûr qu'on aura plein de choses à vous partager, que ce soit sur la CI, sur beaucoup d'instrumentation qu'on fait. Et donc, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. Voilà. Merci. Juste pour la partie CI, à la place de le faire en local, pourquoi c'est pas directement fait en CI qui génère le fichier automatiquement et ensuite qui est testé et comme ça évite en fait de mettre ça en pré-commit. On a souvent hésité à franchir le pas de commit au nom de la CI, qui est un pas assez dangereux à franchir, pour d'autres raisons, hein, pas que Pagvert. On s'est beaucoup posé la question, et en fait, on n'a jamais franchi ce pas parce qu'on pense que la potentielle friction générée du dev en local qui a push sur Origin et qui, du coup, la CI commit en son nom et il n'a pas pull direct après, et il a fait 10 commits supplémentaires, bah, quand il push, il prend un conflit, donc il doit rebase sa propre branche. Voilà, on pense qu'on va générer plus de friction avec ça que la friction actuelle avec Pagwerk. Donc c'est une histoire de balance. On s'est vraiment posé la question. Est-ce que si la business logic que tu avais à migrer était moins complexe, mais avec la même quantité de code, vous auriez fait cette migration ou pas? Je pense que Pagwerk, ça répond plus à un problème d'organisation interne que de code exclusivement. Donc, vraiment, pour répondre à ta question, tu vois, nous, on a 18 squads. C'est vraiment une question d'ownership, en fait. C'est ça qui nous a drivé. Je ne suis pas sûr que Pagwerk soit la réponse obligatoire dès lors que ton codebase dépasse un certain nombre de lignes. Par contre, si tu commences à avoir des soucis de conflit, tu as des devs qui ne savent pas où mettre leur code, que l'onboarding devient très compliqué, etc. Là, je pense que ça peut être une bonne solution. J'ai un peu à moitié répondu à ta question, mais on peut en parler après si tu veux, avec plaisir. Est-ce que du coup, en fait, dans beaucoup de boîtes, des fois, c'est compliqué en fait de run tous les tests du monolithe. Est-ce que ça peut aussi résoudre le fait que dans la squad, du coup, on va run que les tests de son équipe voilà. Alors, je te confirme qu'on ne rentre pas tous les tests du monolithe. On a 80 000 specs, donc ça prend un peu de temps. Par contre, on a développé un petit outil en interne qui est vraiment, à l'heure où on parle d'AI, qui n'est pas du tout de l'AI, mais qu'on appelle AirSpec Auto, et qui en fait, AirSpec Auto, il a un certain nombre de règles, et en fait, il va essayer de, plus ou moins intelligemment, choisir les fichiers de spec qu'il pense que tu devrais run en fonction des changements que tu as dans ta branche. Et notamment, il se base beaucoup sur les packs. Dès lors que tu touches un fichier dans un pack, eh ben, on se dit, bah, tu sais quoi, on va run les specs de tout le pack. Alors ensuite, AirSpec Auto, on lui a mis un certain nombre, suivant le temps que tu es prêt à attendre, soit il va run vraiment que les fichiers de spec associés au changement que tu as opéré dans ta branche, soit il va étendre un peu son scope d'influence sur les specs à run. Et l'une des règles, c'est celle-ci. Donc ça répond en partie à ça. Ouais. Oui, bah, merci pour ton talk. J'avais une question, parce que tu avais parlé sur les noms de packs par rapport au squad, que tu essayais que tes noms de packs, ça soit un peu self-explanatory, et pour que ça soit moins relié au squad, mais ça vous est déjà arrivé en fait, il y a eu un changement majeur dans une squad, une suppression, quelque chose, et en fait, un pack que vous avez déjà migré, vous l'avez supprimé, vous en avez refait un autre, enfin, que ça Ouais, génère pas je un peux peu de expliquer un friction? peu ça. Ouais. Alors, c'est pas tout à fait ce use case-là. Il y a plusieurs autres use cases que j'ai en tête. Il y a du code qui a été plus ou moins abandonné pendant quelques mois. Il y a du code assez important, hein, pour rien te cacher, du produit, où c'était plus le focus du business. Et en fait, il a été, entre guillemets, squadless pendant un certain temps. Et ben, ce code-là, il continue d'exister, quand bien même il n'a pas de squad associé. Donc voilà, donc ça c'était un premier use case. Un deuxième use case, c'est il y a des squads qui ont des scopes très larges, et en fait on ne veut pas commencer à mettre des choses qui n'ont vraiment strictement rien à voir ensemble dans le même pack parce que c'est une squad donnée.
Et en fait, on pense qu'en faisant ça, on se prépare mieux à anticiper le fait que si le scope de cette squad est très large, c'est probablement qu'elle va être split dans le futur. Et en fait, normalement, si elle est split normalement en fonction des features, il y en a une qui devrait se retrouver assez normalement à travailler sur une partie du code ou une autre. Ça répond à ta question ? Et oui, ensuite, l'idée vraiment, c'était de dire que de vraiment pas tomber dans ce piège que la structure du code colle à l'organisation tech, et plus que la structure du code reflète notre produit. Moi, je me demandais, avec autant de squads, par exemple, quand vous pouvez mettre à jour Ruby ou Rails et que les changements, ça va sur toute la base de code, comment vous faites pour ça? Eh ben, écoute, on vient d'upgrade à Ruby 3.3.2, je crois qu'il est sorti hier. Donc, ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Je ne sais pas comment on fait, mais on est quasiment bleeding edge, surtout parce qu'en fait, on n'a pas froid aux yeux. On a un très, très, très gros coverage. Et ensuite, les upgrades plus spécifiquement de Ruby et de Rails, la plupart du temps, c'est du code de syntaxe qui va changer, des choses comme ça. Et là, pour le coup, il y a une personne qui s'en occupe parce qu'elle aime bien faire ça. Typiquement, on a un contributeur individuel qui est souvent celui qui upgrade Ruby et un autre qui est souvent celui qui upgrade Rails. Alors Rails, parfois, il va chercher les squads pour des sujets un peu précis. Là, on a tout cassé récemment parce que Rails a décidé de changer l'encryption déterministique. Voilà, donc on a dû revenir en arrière, mais normalement, ça se passe assez bien. On a une question sur le chat. C'est est-ce que vous avez défini l'ensemble de chaque package par une squad, en gros via Steward dans Packwork? Alors, je crois que Steward, c'est le tooling de Packwork de Code Ownership, qui a peut-être été renommé, qui s'appelait Code Ownership avant. Alors non, on aimerait le faire, mais on avait déjà un système de Code Ownership en interne avant, et on ne voulait pas maintenir deux systèmes. Donc on s'en est inspiré avec notre système de Code Ownership en interne. Chaque pack, enfin on a un pré-commit d'ailleurs qui vérifie que chaque pack a un owner, une squad qui est owner. Donc on utilise notre code en interne. Si ensuite on peut utiliser la gemme Code Ownership, qui doit être ce à quoi fait référence la question avec Steward, on y passera. Ça nous fera peut-être un peu moins de code à maintenir nous. Mais la gemme de Code Ownership en même temps, c'est pas beaucoup de lignes de code. Donc voilà. Mais effectivement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'un des buts, c'est qu'aujourd'hui, si tu édites un fichier, la squad va être automatiquement notifiée sur GitHub, par exemple. Je voulais savoir pourquoi les tests de non-régression, ça ne suffirait pas dans votre cas, en fait, par rapport aux problématiques de on change du code et ça casse tout à côté, etc. Très bonne question. Il n'y a pas que les tests de non-régression, il y a aussi la facilité de compréhension, en fait. Je pense que, voilà, tu as raison. Si notre coverage était parfait, on n'aurait pas besoin de Packwork. Si notre code était parfait, on n'aurait pas besoin de Packwork non plus. Je pense que les tests de non-régression ne répondent pas à la question de l'onboarding, pour autant. Donc pour les newcomers, ça je trouve que c'est vraiment, et on l'entend pour les newcomers, c'est vraiment hyper confortable d'arriver, d'ouvrir un PAX nom de ton produit et d'avoir un app folder qui ressemble à celui de Rails et qui donne effectivement un peu moins le vertige. La deuxième chose, c'est quand bien même on aurait un code parfait et des tests de régression parfaits, ce qui déjà n'est pas le cas, on ne répond pas à cette notion de dépendance. Et je pense que c'est hyper compliqué à notre scale d'avoir une notion très claire de quelles sont les dépendances que tu es en train de créer dans le code. Et en plus de demander à 130 devs d'avoir cette notion, là c'est impossible. Et je pense que Packwork, ça répond à ça. Une autre question, en fait. Je voulais savoir si ça marchait aussi avec le métaprogramming. Je ne sais pas si vous avez des développeurs qui s'amusent à construire des constantes. On a des développeurs qui s'amusent à ça, et j'ai changé leur avis. Moi, je suis assez opposé au métaprogramming, principalement pour la raison que ça rend le code flow assez complexe à suivre pour quelqu'un qui est moins initié. Dans le cas de Packwork, ça fait des tas de constantes que tu appelles qui sont déclarées nulle part.
qui sont initialisés au boot. Et du coup, bah, ça ne te donne pas les violations. Donc en fait, on est un peu revenu en arrière. Et il y a plein d'endroits où on avait du métaprogramming où on l'a enlevé pour cette raison. Pas que pour Pacwerk, hein. Je pense qu'on l'aurait fait quand bien même. Alors il y a plein d'endroits où on en fait encore, hein. Mais aujourd'hui, on essaye vraiment de faire en sorte que la business logic, elle soit quand même simple à lire. Enfin, simple à lire, c'est un bien grand mot, mais parce que je pense que ça va aussi avec le fait qu'elle soit simple à débugger. Un exemple très simple, hein, qui n'a rien à voir avec Pacwerk, mais c'est qu'en fait, on avait override method missing, hein, comme tout développeur Rails, pour faire du deliver later, qui permet automatiquement d'appeler une méthode sur un objet et que ça lance un job, etc. Et ensuite, quand dans Datadog, vous avez votre default job et qu'il faut aller chercher les paramètres pour voir c'est quoi le modèle qui est appelé, c'est quoi la méthode, et en fait, tout ça, on est revenu en arrière sur tout ça. Donc c'est chouette, c'est ce qui plaît aussi quand on fait du Ruby, mais je pense qu'il faut avoir vraiment, enfin nous, c'est ce qu'on essaie d'avoir, vraiment la DX en tête pour les devs tous les jours qui débuguent et qui écrivent du code, quoi. Et j'aurais une autre question qui n'a pas grand-chose à voir avec le talk, mais ça, par curiosité. Je voulais savoir si vous utilisiez Docker et la techno front que vous utilisiez. Alors en front, on utilise TypeScript. Je suis clairement pas le mieux placé pour t'en parler, mais voilà, on a des spécialistes dans la salle. On utilise Docker sur la CI. On utilise Docker, on utilise Kubernetes pour le développement, donc on a des images Docker. On n'utilise pas Docker en local. Il y a eu des setups de Docker en local, mais on les a abandonnés. Nous, aujourd'hui, c'est ASDF, ta version de Postgre, ton Redis et voilà, et ta version de Ruby. Avec la version de plein d'autres tools qui se retrouvent dans le tool version, mais voilà. Et du coup, c'est juste du TypeScript ou il y a un React ou autre chose? Oui, non, pardon, je réponds de façon très bête. Tu m'as demandé le langage, pas le framework. Oui, on fait du React. Merci. Merci pour le talk. La question, c'est est-ce que vous avez aussi packifié le front-end dans vos packs? L'application front-end ne suit pas nécessairement la business domain, single page application, GraphQL, etc., etc. Comment vous avez réglé la dichotomie entre le back-end et le front-end tout en ayant des packs? Alors, hérité vraiment du Rails init, tout notre code JavaScript est dans App JavaScript, hein, encore. Voilà, donc tout est là. Donc on a pris le parti de ne pas les bouger dans les packs parce que Pacwerk répondrait pas du tout à la problématique du front-end. Il y a eu quand même pas mal d'efforts qui ont été faits au niveau du front-end. Alors, je suis vraiment pas le mieux placé pour en parler, mais il y a une architecture de fichiers en fonction de la page qui est assez stricte pour être sûr de retrouver tes composants à l'endroit où tu penses qu'ils devraient se trouver. Et il y a de la même façon une notion d'ownership qui découle. En fait, tu peux avoir l'ownership de toute la page, mais tu peux aussi déclarer ensuite overrider l'ownership vraiment des composants au sein de ta hiérarchie de fichiers. Voilà. Ensuite, on pourra peut-être faire un talk sur comment ça se passe dans le front-end, mais je ne suis pas spécialiste. Si je peux me permettre rapidement un follow-up, comment vous gérez l'API en fait qui donne la data au front-end? Si la page a besoin de plusieurs business domains, est-ce que vous gérez en fait ça ou pas du tout? Eh bien, écoute, il y a un talk par IRB que tu peux regarder sur YouTube qui a été fait par c'était Guillaume Terral et Émilie Payou, qui sont encore à Penny Lane, qui date de 2 ans, donc qui a un petit peu évolué. Mais pour répondre en un mot, en fait, on autogénère, on utilise OpenAPI. Et depuis les fichiers OpenAPI, donc déjà on a des specs assez avancés au niveau des requêtes request specs pour vérifier qu'on est conforme aux fichiers OpenAPI au niveau du backend. Et ensuite on prend nos fichiers OpenAPI et on génère tout le code TypeScript, y compris les types, etc., qui te permet de faire ta requête sans avoir à la faire à la main.